Je ne sais pas si je peux être un espace éthique à moi toute seule, mais je remercie en tout cas beaucoup les membres du comité d'organisation de me donner la possibilité de m'exprimer dans ma ville qui accueille donc les représentants des espaces éthiques ailleurs en France et qui espérait accueillir du public. On m'avait dit tu t'adresses à un public varié, mais je ne sais pas la proportion de gens qui sont vraiment engagés dans la réflexion éthique au sein des espaces éthiques et les personnes qui seraient venues là par curiosité, disons. Donc l'éthique biomédicale, comment articuler réflexion et action? Et en fait c'est un peu le fond de pas mal de réflexions auxquelles j'ai participé ou sur lesquelles j'ai lu et que je me pose comme question, notamment quand on travaille avec les étudiants qui sont des doctorants et qui vont faire de la recherche. Moi, je suis chercheur de statut, donc vous ne serez pas étonné que je prenne des exemples dans le domaine de la recherche. Alors, voilà un peu ce que je vais survoler pour replacer un petit peu l'éthique. Bien sûr, tous les gens qui œuvrent dans le cadre des espaces éthiques ont déjà eu toute une réflexion là-dessus, mais peut-être quelques personnes un peu moins. Et puis vous reverrez cette diapositive au fur et à mesure du discours, donc je ne vais pas la détailler pour le moment, mais c'est vraiment l'articulation entre la réflexion et puis traduire cette réflexion en action. Alors j'ai pris là une phrase qui est dans un cours d'éthique médicale pour des étudiants en médecine, juste à titre d'introduction. J'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais je trouvais que celle-là était assez intéressante parce qu'elle insiste sur le fait que l'éthique a toujours été une composante essentielle de la pratique médicale, donc ça ne date pas du XXe siècle. Les principes éthiques sont rappelés, le respect de l'individu, son libre arbitre qu'on traduit à travers le consentement, la confidentialité, qui effectivement sont au fondement de la relation médecin-patient. Et puis tout de suite on passe à l'application de ces principes, c'est-à-dire la réflexion vers l'action, qui pose de temps en temps un certain nombre de problèmes et qui, ce texte exprime sous une forme un petit peu imagée, quand les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire quand il y a des tensions entre des valeurs, et c'est l'essence même de problématiques éthiques. Ensuite, ce texte insiste sur l'enseignement. Peut-on enseigner l'éthique? En tout cas, on peut apprendre à des étudiants à reconnaître ces situations difficiles, et c'est ce qui est dit là. Et ce texte se termine en disant il n'y a pas que la relation médecin-patient, il y a aussi le médecin et la société, les collègues, autres praticiens dans le domaine de la santé, relations en dehors de ce domaine, et aussi la conduite de recherche dans le domaine biomédical. Donc finalement, voilà, la scène est posée à travers ce texte. Qu'est-ce que l'éthique? On peut faire des cours entiers là-dessus, donc je ne vais pas me lancer dans cette opération, mais j'ai pris quelques, disons, références faciles à trouver, comme dans les dictionnaires, ou quelques paroles de grands auteurs dans ce domaine, pour finalement cerner un petit peu ce qu'on entend par là. Donc l'art de guider la conduite, nous dit le petit Robert. Donc il y a le terme art, il y a le terme guide, et il y a le terme conduite, c'est-à-dire l'action. Donc en cette définition extrêmement simple, on voit qu'il y a trois piliers importants quand on parle de l'éthique. Alors Hans Jonas dit que c'est une morale appliquée dans un cadre où la responsabilité se trouve engagée. Donc là, le terme appliqué, vers l'action, et le terme responsabilité. Habermas, lui, dit que l'éthique déconstruit les règles de conduite, donc on n'est pas en train d'appliquer quelque chose de prédéterminé. Elle en défait les structures, démonte l'identification pour s'efforcer de descendre jusqu'au fondement caché de l'obligation, notamment vis-à-vis des autres. Alors un autre auteur, Engelhardt, dit que l'éthique, et plus particulièrement ce qui nous intéresse ici, l'éthique médicale, utilise l'analogie, cherche à identifier les normes générales. Donc, le terme de norme n'est pas du tout neutre dans ce texte, permettant d'atteindre un consensus par le biais d'un dialogue pluridisciplinaire. Alors les normes, le consensus et le dialogue multidisciplinaire. Est-ce qu'on cherche toujours à avoir un consensus? Est-ce qu'on y arrive toujours quand on cherche à y aller? Est-ce qu'il faut toujours essayer de chercher un consensus? Ce sont des problématiques
que nombre d'entre vous connaissent. Anne Fagolar, je vous dis que c'est la recherche du moindre mal, car les normes, justement, oblitèrent. Et Paul Ricoeur, et je m'arrêterai après de citer des grands auteurs, dit qu'il y a dans l'éthique un devoir d'accomplissement et non pas une moralité, un désir de bien vivre qui implique forcément autrui et implique aussi une épreuve qui est une épreuve de la décision et de la raison. Donc là aussi, l'aspect moral, la considération des autres et le chemin vers la décision à travers un raisonnement. Donc voilà, on a un peu fait le tour de l'éthique. Comment peut-on la positionner de façon plus simple, je dirais que se poser une question d'éthique, c'est se demander au nom de quoi, au nom de quelle valeur on va agir. Et l'éthique est un questionnement en soi, mais ce questionnement induit un mode d'analyse d'une question par rapport à un référentiel de principe ou de valeur. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit voyage, sur finalement de quoi on parle quand on parle d'éthique et d'éthique médicale, pour me tourner vers la réflexion dans ce domaine. Alors il y a différents niveaux de réflexion. On peut réfléchir sur les principes, on en a rappelé quelques-uns tout à l'heure. On peut réfléchir, non pas sur les principes eux-mêmes, mais sur leur traduction en pratique. Et puis on peut analyser des situations qui sont en amont de l'action et aussi a posteriori, une fois qu'on a posé un acte, analyser les conséquences en aval de l'action. Donc il y a de la réflexion à tous ces niveaux. Alors il y a des enjeux de méthodologie. On réfléchit, mais on ne réfléchit pas n'importe comment. Et si on se place soit dans le domaine clinique, soit dans le domaine de la recherche, avec différentes fonctions dans ces différents domaines, c'est pas toujours très facile de situer sa réflexion. Sur quoi on s'appuie, quelles sont nos sources pour cette réflexion, et qui nous apprend, c'était le premier texte, on apprend aux étudiants, qui nous apprend quand on n'a pas nécessairement été un étudiant en médecine qui a eu des cours et des sessions pour discuter, pour apprendre à réfléchir aux aspects éthiques. Est-ce qu'on réfléchit tout seul? C'est toujours recommandé de réfléchir dans n'importe quel domaine. Mais justement, pour les aspects éthiques, et notamment dans le contexte professionnel, on réfléchit à plusieurs sur ces domaines-là. Il y a ce dialogue, il y a cet échange, il y a ces multiples disciplines, multiples regards qui se croisent et qui construisent en fait cette réflexion. Et le problème qui se pose, vous êtes tous des gens très occupés, certainement, en tout cas très sollicités dans vos activités, et il y a des enjeux d'organisation de cette réflexion. Où on la met, quand on l'a fait, comment on l'a fait. Même aspect que sur la diapo précédente, c'est pas toujours facile de situer sa réflexion dans son organisation. Est-ce qu'il y a un temps dédié pour ça? C'est difficile à programmer. Quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes dans votre cabinet, quand on est au milieu des programmes de recherche, comment on fait pour avoir un temps dédié à la réflexion? Peut-on mettre la réflexion en priorité dans la pratique? Est-ce que c'est réaliste? On court tout le temps avec une chose, on a des dates limites, il y a un patient qui appelle, il y en a deux à la fois. Comment on fait? Comment on réfléchit? Et en plus, si on ne réfléchit pas que tout seul, ce que je disais précédemment, il faut les organiser, ces rencontres, pour réfléchir et faire des réunions. Et c'est cette réflexion, notamment dans le contexte professionnel, à laquelle les espaces éthiques essaient de répondre et de favoriser ces temps de réflexion avec une souplesse, parce que tout le monde n'est pas nécessairement libre dans son esprit pour réfléchir en même temps. Donc tout ça, ces enjeux d'organisation, ils sont en fait majeurs quand on parle d'éthique, mais on sort aussi du milieu professionnel, dans la mesure où les sujets qui se débattent, on aura quelques exemples tout à l'heure, les sujets sur lesquels on réfléchit ont un intérêt général, au-delà du cas qu'on cherche à résoudre, que ce soit le cas par rapport à un patient, par rapport à une intervention, les conditions dans lesquelles on va pouvoir la faire, par rapport à des situations difficiles de fin de vie, et par rapport à des
programme de recherche, en fait, presque chaque question qu'on pose, on peut en tirer une vision générale. Et donc, du coup, ces sujets ils débordent largement le strict cadre professionnel. Et comment peut-on insérer dans la réflexion l'apport de personnes, de points de vue variés, qui sont extérieurs à une organisation ou un cadre professionnel? Je sais que les espaces éthiques cherchent justement à ne pas rester fermés sur un domaine, par exemple hospitalier, mais à être ouverts. Et je sais aussi que ce n'est pas facile d'attirer ces réflexions. Alors bien sûr, nous sommes largement fournis en comité d'éthique. Et Emmanuel Hirsch rappelait que j'avais eu l'occasion de siéger dans quelques-uns d'entre eux. Parmi ceux qui sont sur cette diapositive, le Comité consultatif national d'éthique et le groupe européen d'éthique pour les sciences de la vie, les sciences des nouvelles technologies. Donc ces comités réfléchissent. Ils ont, avec des modes de nomination, de constitution, des missions très différentes, ils ont quand même comme première mission une réflexion sur des sujets qui leur sont donnés ou sur lesquels ils s'auto-saisissent. C'est variable. Et ils produisent de la réflexion, du texte qui exprime cette réflexion, et parfois des avis et des recommandations. Il y en a donc au niveau national, il y en a dans beaucoup de pays, il y en a au niveau international. J'ai cité ici le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui fait des grandes déclarations. C'est compliqué de travailler au niveau mondial. Au niveau de l'Union européenne, qui n'a pas une compétence en tant que telle sur l'éthique, mais qui ne peut pas en faire l'économie pour être au courant et avoir une réflexion quand ils vont réguler au niveau européen, de ne pas oublier les aspects éthiques. Le Conseil de l'Europe, qui produit des textes qui deviennent importants lorsque les États les ont signés et ratifiés. Donc il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est un peu loin de le tous les jours des médecins, le tous les jours des chercheurs, même si ces textes nourrissent et sont des bases profondes pour l'action dans ces domaines-là. Alors ces comités qui sont variés et divers, ils essaient de se coordonner entre eux, de se rencontrer, de discuter. Donc vous voyez, c'est l'étage au-dessus dans la réflexion éthique. Non seulement on ne réfléchit pas que tout seul, on réfléchit à plusieurs, de regards variés, on réfléchit à des niveaux variés, régional, national, etc. Et puis quand il y a des espaces, c'est ce qui se passe aujourd'hui ici, on se dit mais ça serait bien de réfléchir ensemble. Donc il y a à la fois tous ces mouvements de réflexion proches du terrain, et puis en même temps de coordination de toutes ces réflexions, parce qu'elles sont riches, et c'est riche de les partager. Et donc effectivement, on est là aujourd'hui avec finalement de la rencontre entre des espaces régionaux d'éthique. Alors ce que produisent tous ces comités qui font partie intégrante de cette construction de la réflexion, ça aide à la réflexion à tous les niveaux, à travers des avis, à travers des analyses fouillées. Et le problème, c'est comment s'approprier ces travaux, qui sont parfois arides, qui sont parfois pas forcément adaptés aux problèmes pratiques qu'on rencontre dans son environnement professionnel immédiat. Et puis il y a un problème qui est inhérent aux recommandations. Alors j'ai écrit de façon un peu triviale là-dessus, ce ne sont pas des recettes, voilà comment il faut faire. Mais elles risquent souvent d'être considérées comme telles. Et c'est ça le plus gros écueil en fait, que ces instances de production, de réflexion, ça va être le fil rouge de tout ce que je vais dire après, finalement, au lieu de favoriser la réflexion par le type, la façon dont sont pris les documents produits, risque finalement de délivrer ce qui est considéré faussement, mais qui ça arrive quand même, comme des recettes. Voilà ce qu'il faut faire. Les sages se sont prononcés. Voilà. Les sages, qui en principe constituent ces comités d'éthique, ils se prononcent après une analyse fouillée qui est le vrai message délivré par ces instances.
Et donc il y a cette question qui est, plus on va vers des recommandations, des choses qui sont pratiques, plus finalement on s'éloigne de la réflexion elle-même. Et donc j'en arrive à justement ce domaine, traduire la réflexion en action, au niveau recherche clinique. On va parler des protocoles, des écueils, de ce qui concerne les étapes et les procédures sur le chemin de ces protocoles. Alors traduire la réflexion en action, évidemment qu'il faut des protocoles, soit des protocoles cliniques, soit des protocoles de recherche clinique, soit des protocoles de recherche moins directement reliés à la clinique. C'est nécessaire pour la rigueur, pour l'efficacité, pour hiérarchiser les considérations dans l'action, et ce sont des guides pratiques qui disent comment il faut faire et à quoi on s'engage. Donc le protocole bien ficelé, c'est quelque chose d'indispensable. Mais en même temps, ça manque totalement de souplesse. On se trouve devant des cas qui ne sont pas le cas typique qu'on a imaginé quand on a fait un protocole. Ces protocoles, ils insistent sur la procédure, à cause de la rigueur. Il faut faire comme ça, par étapes. Et on a fini par appliquer un protocole sans forcément re-questionner son fondement, son but, ce qui devrait quelque part être toujours présent à l'esprit. Et finalement, suivre le protocole devient un but en soi. Si je fais le parallèle avec le domaine de la recherche, qui est celui qui est mon métier, où on doit publier les travaux de recherche, publier devient le but, et non pas produire de la connaissance à un moment donné. Et donc ces pièges-là, ils existent tout le temps. Et quand on veut traduire la réflexion en action, eh bien, il y a des choses il y a des étapes qui correspondent en fait au protocole, qui peuvent le précéder ou le suivre, et des procédures qui vont opérationnaliser ces dimensions éthiques dont on a parlé. Elles conditionnent la qualité de la démarche, et ces procédures, elles deviennent même des parties prenantes d'une démarche qualité dans des entreprises ou des organisations. Ça permet de vérifier effectivement qu'il y a une prise en compte des principes sur lesquels on s'appuie pour construire et choisir ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire, de façon effective dans l'action. Et ça permet aussi le regard extérieur pour les avis de comités d'éthique ou les autorisations éventuelles. Si on n'avait pas de protocole, si on n'avait pas des étapes, si on n'avait pas des procédures, on ne pourrait pas avoir ce regard extérieur qui est essentiel à la démarche éthique elle-même. Mais l'autre revers de la médaille, c'est qu'on peut perdre le sens quand on fait ça. On vérifie, on fait une checklist. Vous savez, ah oui, j'ai bien ça, j'ai bien le consentement, j'ai bien l'autorisation, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, et finalement, on ne se re-questionne pas nécessairement sur le sens. Et la complication administrative, parce qu'il faut bien reconnaître, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, qu'il y a de la complication administrative au-delà des réflexions et pour permettre les procédures, qui peut devenir dominante. Et ça, c'est gênant. Alors, en pratique, l'éthique et la réglementation qui se mélangent dans notre pays où on a des lois de bioéthique, il y a une confusion fréquente, en tout cas parmi les personnes que je rencontre le plus souvent, des étudiants ou des chercheurs. Ils confondent souvent l'éthique elle-même, le fondement, la réflexion, le questionnement, et puis la réglementation, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les principes sont évidemment premiers, mais dans la réalité, les procédures prennent le pas, parce que nos journées n'ont que 24 heures, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, parce que ce sont des métiers, les métiers de la santé, les métiers de la recherche, qui sont extrêmement prenants. Et finalement, le cheminement depuis quelle valeur fonde mon action jusqu'à que faut-il faire et comment faut-il faire, fait que très souvent, on saute rapidement du premier questionnement pour se concentrer sur les deux autres. Alors, le pourquoi d'une action, le pourquoi d'un protocole, s'ancre profondément dans la réflexion à ce sujet. Et le comment se réfère à l'action. Donc on est toujours entre réflexion et action. Le risque, c'est que finalement, plus une pratique est encadrée de manière codifiée et vérifiable, le risque, c'est que moins la réflexion qui fonde cet encadrement est questionnée par les gens qui finalement appliquent ces cadres. Et
la question qu'on peut se poser, c'est les procédures relatives à l'éthique sont-elles finalement une stimulation de la réflexion éthique ou bien un tarissement? Alors maintenant, après ce topo un peu général, je vais rentrer dans quelques exemples. Les exemples que je prendrai dans le domaine de la recherche, vous savez, j'ai cité sur cette diapositive quelques domaines pour lesquels les questionnements éthiques en rapport avec des innovations, des recherches, depuis longtemps sont adressés. Par exemple, la participation de personnes à des essais cliniques, l'utilisation de cellules, de produits, de tissus du corps humain, les tests génétiques avec la confidentialité qui les accompagne concernant les données identifiantes et le consentement qui va avec, les recherches sur l'embryon et les cellules souches, notamment les cellules souches embryonnaires, et puis la dimension internationale des recherches et la communication, comment on communique à ce sujet, quels espoirs on donne, et est-ce que c'est raisonnable. Donc vous connaissez la genèse du cadre de l'éthique de la recherche biomédicale, avec des étapes historiques marquantes, c'est toujours des scandales, des crises qui sont source de questionnements et qui entraînent l'action et la mise en place donc, de procédés. On a des grands textes de référence que je pense vous connaissez, qui sont de valeur plus ou moins contraignante. Et puis on a des comités d'éthique que j'ai déjà évoqués, mais qui, alors qu'ils sont dans des niveaux variés et ont des modes de constitution et des rôles variés, s'appliquent là à examiner les projets de recherche. Alors quel est le rôle des citoyens dans tout ça? Quel est le rôle des chercheurs eux-mêmes? Alors les grands principes, vous les connaissez, on en a parlé au début de cette conférence. Le respect des personnes, le respect de leurs droits variés, de leur autonomie avec la participation volontaire, le fait que le bien-être de la personne passe avant toute autre considération, le fait que tout acte est animé par la nécessité de bienveillance et de ne pas nuire, tout au moins, et puis les notions de justice. Alors en pratique, comment on fait? J'ai mis en bleu là, sur la partie gauche de la diapositive les domaines en fait, sur lesquels on pose des actes pour opérationnaliser les questionnements éthiques, et puis en rouge, sur la partie droite, à quel principe en fait ça fait référence, qu'est-ce que ça essaie d'appliquer, le consentement éclairé, il essaie de mettre en œuvre le respect de l'autonomie de la personne et la création de la confiance entre ceux qui sollicitent pour la recherche et ceux qui acceptent d'y participer. L'avis d'un comité d'éthique indépendant, bien sûr, c'est la transparence et la responsabilité. On accepte l'œil extérieur sur ce qu'on veut faire. Les aspects de protection des données, puisqu'on est là avec la participation de personnes ou le traitement de données confidentielles, avec le respect de la vie privée et donc cette confidentialité. Le fait de finalement chercher à bien faire une balance entre le bénéfice qui peut être attendu et le risque encouru, c'est de nouveau la transparence, une notion de justice, on ne va pas exploiter. Dans la recherche biomédicale, il y a beaucoup de nécessité, dans beaucoup de projets, de partager des échantillons et des données, donc ça il faut le faire en toute responsabilité. Et ce qu'on traite est plus ou moins identifiant et on adresse quel est le contrôle par le donneur d'échantillon sur ce qui va être fait avec cet échantillon. Donc là, de nouveau, le respect des personnes, la non-stigmatisation, non-discrimination. Se posent des questions sur lesquelles je passerai plus vite de propriété de ces échantillons, avec tout le principe de l'utilisation non commerciale des éléments du corps humain, de responsabilité et de justice. Et ensuite, tout le domaine de la communication des résultats qui finalement fait de nouveau appel à la bienveillance et à la notion de réciprocité, en particulier si on rend des résultats aux personnes qui ont participé. Voilà le cadre, voilà la façon dont il se traduit, mais ce n'est pas toujours évident, ce que je dis là-dessus. Par exemple, cette espèce de pilier de la bioéthique qui est l'information et le consentement libre et éclairé, révocable à tout moment sans avoir à donner d'explication, ce n'est pas toujours évident parce que quel est le niveau d'information adéquate? Que ce soit dans la pratique médicale, que ce soit dans la recherche, ce n'est pas une question triviale.
quand on va conserver à long terme des échantillons et des données, qu'on va envisager des utilisations secondaires, qu'on va faire des échanges, ce consentement initial, il est compliqué à concevoir, il recouvre tellement de domaines, on veut le faire servir à tellement de choses, quelque part, qu'on se demande s'il est vraiment opérationnel. Est-ce que c'est quelque part une procédure? Il faut avoir informé, il faut en avoir la preuve, il faut avoir une signature. Ou bien est-ce que c'est vraiment un outil de dialogue? Et jusqu'où peut aller ce dialogue? Et si on veut vraiment que ce soit un dialogue, ça prend du temps. On retombe dans comment on opérationnalise dans nos journées ces dimensions-là. La vie d'un comité extérieur, c'est un dossier à faire, on protocolise là aussi, et c'est du temps à passer. L'évaluation de la balance bénéfice-risque que j'avais évoquée sur la diapo précédente, mais parfois c'est très compliqué, c'est très difficile. On se trouve notamment dans la recherche sur des domaines où c'est bien, sur le plan du principe, on s'appuie sur la balance bénéfice-risque pour autoriser un protocole ou pas, et c'est pas du tout évident. La protection de la vie privée, on anonymise, on traitera vos données de façon anonyme, c'est des phrases qu'on trouve souvent, mais on croise de plus en plus de données. L'anonymisation dans certains domaines sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, notamment dans la génétique, elle devient fictive. On ne peut plus garantir une anonymisation complète. Donc ça aussi c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que peut-on dire aux gens on ne va pas vraiment y arriver à anonymiser? Ou faut-il dire on va anonymiser autant qu'on peut? Jusqu'où faut-il s'arrêter? Et puis, est-ce qu'on rend des résultats? Alors, dans la clinique, on rend des résultats. Oui, c'est le but de l'opération. Dans la recherche, est-ce qu'il faut en rendre aussi? À quel niveau? Des résultats individuels? Dans quelles conditions? Des résultats généraux? Et les découvertes incidentes, les choses qu'on découvre alors qu'on ne cherchait pas du tout ça. On en parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on a un cadre de principe, on a des moyens pour le mettre en œuvre, qui passent par des procédures, et en fait on s'aperçoit dans la pratique souvent qu'il faut re-questionner, re-réfléchir, parce que les moyens tels qu'on les a appliqués pendant un certain temps, au fur et à mesure que les technologies, le contexte avancent, ben, c'est pas forcément toujours opérant. Alors pour vous donner une idée de ce que je disais tout à l'heure, quelquefois le côté administratif prend le pas sur la réflexion, les construit. C'est un projet fictif, mais il pourrait tout à fait être réel. Un projet de recherche, qui est un projet à niveau international, donc qui fait intervenir des équipes dans plusieurs pays sur, par exemple, des interactions entre les gènes et l'environnement dans une pathologie humaine, peu importe laquelle, et qui utilise aussi des modèles animaux. Et tout ça se fait dans le cadre d'une demande de subvention européenne, puisqu'on vous explique souvent que les chercheurs, ben, ils cherchent aussi des moyens pour faire la recherche. Donc l'Europe est une des sources, et on parlait du groupe européen d'éthique tout à l'heure, il y a dans la Direction générale de la recherche des considérations aussi au niveau éthique dans les projets qui sont présentés. Donc il y a des procédures nécessaires, et quelles sont-elles pour faire une telle recherche? Alors, je vous ai dit que c'était un projet qui va étudier l'interaction entre les gènes et l'environnement. Donc il va y avoir manipulation de gènes isolés à partir de cellules sanguines de patients qui appartiennent à des cohortes adultes, de patients adultes. Certaines sont déjà conservées dans des biobanques, des collections d'échantillons à long terme, dans plusieurs pays, et d'autres sont nouvellement constituées à l'occasion de cette recherche. Certains prélèvements seront faits avec implication de médecins et de chercheurs français dans des pays en développement. Il y aura des données cliniques, il y aura des questionnaires qui vont poser des questions sur l'origine des personnes et sur leurs habitudes de vie. Il y aura des échantillons biologiques, il y aura des données associées qui seront échangées d'une façon codée, mais le lien avec l'identification sera conservé sur le site d'origine. Et tout ça se passera en échange entre chercheurs de plusieurs pays dans l'Union européenne, mais aussi en dehors. Et parallèlement, puisqu'il y a Emmanuel Hirsch évoquait les sciences humaines et sociales et les recherches dans ce domaine, il y aura donc une étude sociologique avec des entretiens de chercheurs, donc avec des patients, certains patients et leurs familles, et ces entretiens seront enregistrés, il y aura des photos qui seront prises, tout ça avec des recherches bien
fondée. Les gènes modifiés dont on parlait une fois qu'ils auront été identifiés, modifiés, seront transférés chez des animaux correspondant à un modèle de maladie, celle qui est à l'étude. D'abord chez des rongeurs, puis on envisage dans le futur chez des primates. Et l'ensemble des données recueillies, puisqu'on est dans un projet international, seront évidemment informatisées et échangées entre les équipes internationales pour divers traitements. Ça existe des projets comme ça. On en voit passer, donc celui-là est fictif, mais ce sont des choses qui existent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire ça? J'ai fait un petit tour rapide des choses dont on dit, ben voilà, il faut que vous ayez des autorisations pour la manipulation et le transfert des gènes modifiés. Donc là, il y a toute une procédure à suivre. Les laboratoires doivent demander ces autorisations. Il faut évidemment soumettre le protocole à un comité de protection des personnes, avec aussi l'information qui est délivrée, le consentement, ou les équivalents de ces comités dans les différents pays. Il faut déclarer, parce qu'on a une partie en France, la collection biologique existante au ministère. Il faut recontacter les personnes pour savoir si elles veulent s'opposer ou non lorsqu'on a des échantillons existants, ou alors il faut demander un nouveau consentement, parce que ce protocole, il n'était pas conçu au moment où on avait obtenu les échantillons déjà existants. Et puis pour l'utilisation concomitante d'échantillons de plusieurs collections, il faut demander l'avis éthique de chaque comité régional dans les différents pays qui participent. Et ces comités peuvent éventuellement lever la nécessité d'un nouveau consentement, mais c'est variable, suivant les pays. Quand on veut exporter et importer des échantillons, on va le faire. Il y a des autorisations à demander au ministère de la Recherche, et ça prend un petit minimum de 3 mois pour obtenir ça. On va traiter des données, je vous l'ai dit, des données sensibles. Donc, on va demander un avis de ce comité pour le traitement des informations relatives à la santé qui existe, qui est organisé, puis on va faire une déclaration à la CNIL, et pour les données sensibles, on va demander une autorisation à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Pour la partie de ces entretiens avec les patients et leurs familles, il va falloir demander un avis éthique aussi, mais ce n'est pas de la compétence des comités de protection des personnes. Donc on va saisir un autre comité. À l'INSERM, il y a un comité d'évaluation éthique qui traite ce genre de questions. Pour la partie sur les animaux, il faut évidemment démontrer qu'on respecte la règle des 3 R, c'est-à-dire réduire, raffiner et remplacer l'expérimentation animale autant que possible. Et il faut un avis du comité régional d'éthique de l'expérimentation animale, plus des autorisations pour les lieux, pour les endroits où se font ces manipulations sur les animaux et pour les personnes qui le font. Et évidemment, quand on va aller vers les primates, là, il y a des justifications particulières, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, comme on demande un projet européen, il faut justifier, il faut décrire quelles sont les procédures nationales dans chacun des pays. On explique ça au niveau de la Commission européenne. Et il y a une revue éthique après la revue et l'évaluation scientifique qui vérifie que tout ça se passe bien. Il faut donner une copie des avis, des autorisations. Et je vais m'arrêter là en disant ouf. Et effectivement, vous avez compris pourquoi je disais tout à l'heure que même des chercheurs qui ont les meilleures intentions du monde, la réflexion poussée à un moment donné, quand ils se trouvent en face de ça à construire, ils ont la liste, ils cochent des cases et ils ne prennent pas nécessairement le temps de réfléchir à tout ce que ça recouvre. Donc vous voyez cette tension entre comment on peut concilier, ça c'est la question classique, la protection des personnes, éventuellement des animaux, qui passent effectivement par des procédures, et l'avancée de la recherche, c'est la question qu'on se pose régulièrement dans la recherche. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est comment peut-on concilier la protection des personnes, éventuellement la protection des animaux, qui passent par des procédures, et la réflexion éthique des chercheurs, question qui est plus rarement posée. Donc les questions éthiques sont-elles un frein ou un stimulant de la recherche et de l'innovation? Comme il y a Futurapolis en même temps dans le même palais des congrès, je pensais que c'était bien de rappeler ce questionnement, mais c'est la deuxième question qui fait vraiment plus partie de mon topo là aujourd'hui. Les procédures relatives à l'éthique sont-elles un frein ou un stimulant de la réflexion? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit traverser en permanence
la tête des chercheurs ou des professionnels dans la santé, où finalement c'est la qualité de la réflexion qui va faire la qualité de l'action, et souvent on se dit que c'est la qualité de la procédure qui va faire la qualité de l'action. Donc pour faire face à ça, il y a des aides qui sont organisées pour aider, j'ai pris un exemple dans la recherche, les chercheurs au maximum dans cet aspect de procédure, et également essayer de trouver une réponse à cette question passe par une action soutenue de la formation à la réflexion. Et là, les espaces éthiques ont vraiment un rôle important à jouer, et à l'analyse des enjeux sociétaux pour les chercheurs. Donc il y a les comités d'éthique des organismes de recherche qui font des choses, les espaces éthiques, et je vous donnerai un petit exemple sur ce qu'on fait localement ici, dans ce qu'on appelle la plateforme sociétale de la Génopole, ici en Midi-Pyrénées. Ce que j'ai décrit là à propos d'un projet, ça prend effectivement du temps, et si ça doit être bien fait et basé sur une réflexion, ça devient une véritable activité dans le domaine de la recherche. Or, ces activités dans le domaine relatif à l'éthique, ce n'est pas vraiment pris en compte dans l'évaluation de la recherche. Et en fait, c'est peut-être une des choses sur lesquelles il faut réfléchir, qu'il n'y ait pas seulement des sanctions quand on n'a pas respecté la réglementation, parce que ça existe, mais qu'il y ait aussi la prise en compte du temps passé et de la qualité de la réflexion et du montage, finalement, de tous ces dossiers relatifs à l'éthique. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans notre plateforme sociétale. Il y a Emmanuel Arial qui est dans la salle et qui est très active, où finalement, par rapport aux chercheurs, les espaces éthiques sont plus souvent tournés vers le côté hospitalier et médical, et les chercheurs n'ont pas forcément beaucoup d'endroits pour aller, pour se faire aider ou pour se réunir et réfléchir. Donc, dans cette plateforme, on essaie à la fois d'apporter de l'aide pratique pour l'aspect procédure, montage de dossiers, etc. Et en même temps d'organiser des ateliers de réflexion, d'être un lieu où les gens réfléchissent. Alors, on s'est trouvé avec des exemples, par exemple, de gens qui disaient « Bon, vous allez m'aider, envoyez-moi vos templates, vos modèles, et puis je calerai dessus les mots qu'il faut pour mon dossier, et tout ça va rouler. » Ils m'ont dit « Non, pas du tout, on n'a pas de modèle, on parle de votre projet, on discute avec vous, on essaie d'aider à identifier quels sont les aspects éthiques, ça prend un peu plus de temps, mais finalement, il y a une véritable implication dans la réflexion, et pas juste l'application d'un modèle de formulaire, en fait. Donc ça se passe. Alors, j'ai un deuxième exemple, après l'exemple de la recherche, et qui est un exemple du passage de la recherche à la clinique dans le domaine de la génétique humaine. C'est le domaine dans lequel je fais des recherches. Il y a des questions éthiques qui sont soulevées, et l'exemple que je vais donner est un exemple de réflexion circulaire, de réflexion récurrente. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans le domaine de la génétique, on est en train, petit à petit, de considérer qu'au lieu de faire des tests ponctuels, il devient peut-être intéressant de faire des analyses sur le génome entier de la personne. Ça commence à rentrer dans la pratique médicale, c'est efficace pour le diagnostic, dans le cas où on a une incertitude sur les gènes qui sont impliqués. Ça va devenir techniquement et économiquement intéressant parce que les prix de cette technique n'arrête pas de décroître. Une des questions qui se pose, c'est ça génère des informations non sollicitées. Parce que quand vous étudiez tout le génome de quelqu'un, vous générez nécessairement des informations sur l'ensemble des gènes qui existent. C'est complexe parce qu'il y a différents niveaux de capacité à interpréter et d'utilité clinique. Il y a des choses qu'on sait parfaitement interpréter, dont on connaît l'utilité clinique, et où on sait agir. Il y a des choses où on sait bien interpréter, mais on n'a pas de moyens d'action dans la clinique. Et puis il y a des tas de choses où on n'est pas très avancé encore sur ce à quoi ça sert effectivement dans la clinique. Mais les données, on les génère par ce mode de technologie. Les personnes, très classiquement, ont toujours le droit de dire « moi je veux savoir ça et ça je ne veux pas en entendre parler ». Donc il y a un choix, le droit de savoir ou de ne pas savoir, qui est particulièrement développé et important dans le domaine de la génétique, où on peut être prédictif. On n'a pas une obligation à connaître les choses à l'avance.
Mais là, ça devient plus difficile à gérer, parce qu'on peut vouloir connaître certaines choses, mais pas d'autres. Et là, on rentre dans une complexité difficile. Alors, cette large échelle des tests, qu'est-ce que ça change, en fait? Dans le séquençage, lorsqu'on le fait au niveau clinique, et je vous dis que ça commence à rentrer, on est au début, ça génère des données qui sont certainement utiles pour la recherche. Toutes celles qu'on ne sait pas interpréter, là. C'est des données qui sont utiles pour la recherche. Mais on ne fait pas un protocole de recherche avec ces données. L'idée, c'est de les mettre, comme sûr que les personnes soient d'accord, dans des bases de données. Et puis ensuite, les données générées sur un patient, confrontées à d'autres, vont permettre, en validant ainsi certaines informations, de mieux prendre en charge d'autres patients. Donc une espèce d'application presque directe par le simple fait de pouvoir avoir accès à une base de données. Donc, quelque part, on peut solliciter des personnes en leur disant ce qu'on va faire pour vous dans un cadre clinique, ça va générer des choses qui sont potentiellement utiles dans un cadre de recherche, mais on ne peut pas vous expliquer exactement. Donc, on n'est pas du tout dans le protocole classique que je vous décrivais tout à l'heure. On a un protocole de recherche, on sait qu'on est dans la recherche, on sait qu'on est dans la clinique, et c'est relativement simple au moins à expliquer. On peut parallèlement mettre à jour des informations de santé potentiellement utiles pour les personnes lorsqu'on fait de la recherche avec ce séquençage, mais ça va être hors du champ du questionnement de recherche. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Donc les bases de données, c'est ce que je viens de vous expliquer. Un des problèmes qui se pose, c'est que à partir des séquences, croisées avec très peu d'autres données, on peut faire de la réidentification. Donc tout ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'anonymisation qui est plus possible, c'est vrai. Et ça donc pose des questions sur la façon dont il faut traiter ces données. On se pose des questions aussi sur la validité et les limites du consentement classique. Est-ce que le séquençage, c'est finalement différent d'autres tests génétiques ponctuels? Peut-être différent de dire aux gens, on va étudier tout votre génome, on va étudier les 3 gènes qui sont utiles pour votre diagnostic. Et donc, doit-il y avoir un consentement spécifique pour ça? Vous voyez que ce que font ces technologies qui avancent et qui font réfléchir, elles floutent le domaine clinique par rapport à le domaine ici d'exploration du génome, donc la pratique clinique versus la recherche. On voit qu'il y a une différence entre un protocole de recherche construit, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, et la découverte via la fouille de bases de données, qui n'est pas vraiment un protocole de recherche. Mais il y a de la recherche qui se fait de cette façon-là aujourd'hui. Le génome génère son étude génère des informations de santé, mais aussi des informations qui n'ont rien à voir avec la santé. Plein de choses qui sont génétiques et qui n'ont rien à voir avec la santé. On se pose la question sur les éléments du corps humain, c'est-à-dire qu'on a tout un cadre législatif là-dessus, et l'information personnelle. Quand on parle d'ADN, on est à la fois dans l'élément du corps et dans l'information. Et pourtant, c'est 2 cadres assez différents qui se rejoignent là aussi. L'utilité clinique, et puis les gens maintenant pensent pour un certain nombre que ça peut être intéressant d'avoir des données sur la génétique puisqu'on les a générées pour qu'on ne les aurait pas. Donc finalement, il y a ces catégories qui sont re-questionnées, il y a un continuum entre des catégories qui étaient considérées indépendantes, ou en tout cas discrètes, précédemment, comme par exemple l'interprétation, la donnée qu'on sait interpréter, et au fur et à mesure que les connaissances se développent, on devient capable d'interpréter un peu plus ce qu'on a déjà généré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y revenir, il ne faut pas y revenir, il faut y revenir sur demande. Ce n'est pas évident de répondre à ces questions. Le caractère identifiant qui évolue, des données qui n'étaient pas identifiantes et qui deviennent identifiantes, on leur a rajouté un petit truc. Et puis ce droit de savoir et de ne pas savoir qui ne s'applique pas de la même façon à toutes les catégories d'informations, ce qui complique nettement la pratique de tout ça. Donc vous voyez qu'une technologie qui génère des informations, quand on veut la passer dans le domaine de la clinique, elle re-questionne un cadre qui paraissait assez posé. Elle transforme finalement des concepts établis
on génère un monde d'incertitude documentée, hein, avec ces affaires sur le génome, que représente l'autonomie dans ce contexte d'incertitude qui évolue. Et que veut dire le meilleur intérêt du patient, qui est la phrase clé et qui, je le répétais moi-même au début de ce topo, qui est ce qui guide l'action, qui participe à cette définition. Donc là, de nouveau, un besoin énorme de réflexion, re-questionné par ces avances. Bon, ça, je crois que je vais peut-être passer, en tout cas passer rapidement. Il y a différentes facettes, hein, que j'ai évoquées, différents acteurs par rapport à cette information génétique. Il y a les patients et les participants. Est-ce qu'ils ont droit à toute l'information qu'on génère? À quel type d'information? À de l'information utile? Qui c'est qui juge ce qui est utile et ce qui ne l'est pas? Et comment mettre en place toutes les mesures d'accompagnement adéquates? Les professionnels de santé se trouvent dans ce domaine-là à conseiller dans des situations extrêmement variées, alors qu'ils étaient assez spécialisés sur un domaine ou l'autre, à générer de l'information aujourd'hui dont on ne sait pas si elle sera utile un jour, et sont encore assez floues les conditions pour prescrire en fait la production d'une information génétique à large échelle telle que je l'évoque. Les chercheurs, eux, qui se disent « voilà, on génère des informations peut-être utiles pour les gens », quels sont les critères pour considérer qu'une information devient pertinente et utile? Jusqu'où notre obligation va-t-elle? Ou est-ce qu'on se limite à notre projet de recherche et on ne regarde pas à côté? Et les autorités administratives qui se demandent dans tout ça quel est le bon niveau d'encadrement. Donc, avant de terminer, je vais vous donner quelques informations sur finalement un débat sur le consentement éclairé et les découvertes fortuites lors de séquençage qui a agité la planète, si on peut dire, parce que les discussions se sont placées non pas qu'au niveau régional ou national, mais vraiment international. Et il y a des positionnements variés là-dessus parmi les professionnels dans le monde. Il y a des recommandations de la Société européenne de génétique humaine qui sont un peu différentes de celles du collège américain correspondant. Et il y a eu des discussions qui sont allées bien au-delà du milieu des professionnels de santé. Alors qu'est-ce que dit sur cette question des découvertes fortuites la Société européenne de génétique humaine? D'abord, elle dit si on veut séquencer en clinique le génome, il doit y avoir des protocoles qui sont établis et qui disent quand et comment cette information peut être générée. Ils évoquent les informations sur les bases de données nécessaires dans ce domaine et qui ne sont pas, il n'y a pas vraiment des missions de l'hôpital d'habitude pour générer des bases de données qui vont servir non seulement à la clinique dans cet hôpital, mais aussi aux cliniciens à travers le monde pour faire progresser leurs connaissances et également à la recherche. Donc ça re-questionne. Donc la société européenne dit qu'il faut adresser ces questions-là. Quand on peut s'en tirer avec une approche focalisée, donc quelques gènes, qu'on a des tests pour ça, il vaut mieux faire ça que tout le génome. Et quand on va sur tout le génome, prudemment, on devrait faire un filtrage au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller regarder tout. On décide à l'avance qu'est-ce qu'on va aller regarder. Et le reste, on ne regarde pas. Donc l'utilisation de ces études sur le génome entier demande une justification en termes de nécessité pour résoudre un problème clinique. Donc on est dans le cadre de transfert vers la clinique. Et quand l'utilisation de ces techniques est envisagée, donc après avoir réfléchi à tout ça, un protocole doit être établi pour les découvertes non sollicitées, dont je parlais tout à l'heure. Quand on génère tout le génome, si on regarde un peu à droite, un peu à gauche, on trouve des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec le problème clinique pour lequel la personne qu'on teste est venue. Il faudrait se repencher sur le consentement éclairé, donc ça, j'en ai déjà parlé. Et voilà ce qui est arrivé l'année dernière, il y a un an à peu près. Le Collège américain de génétique et génomique médicale, qui réfléchissait évidemment aux mêmes choses, parce que ces technologies, elles sont partout dans le monde, et a fait des recommandations qui disaient que quand le séquençage était pratiqué dans le cadre clinique, quelle qu'en soit la raison médicale, les laboratoires devaient examiner 57 gènes, une liste était établie,
afin de déceler des découvertes incidentes. C'était des gènes qui étaient assez validés au plan clinique, évidemment. Et ces découvertes doivent être communiquées aux cliniciens et aux patients. On a même précisé que ce serait non éthique de ne pas rapporter ces informations. On a même précisé que c'était valable pour les enfants, alors que l'attitude classique en génétique, si on teste les enfants, quand ça peut leur servir à quelque chose pendant qu'ils sont enfants. Et après, ils prendront des décisions pour eux. Le patient n'avait pas le droit de refuser, ou il acceptait le séquençage, et à ce moment-là, automatiquement, on testait ces 57 gènes qui allaient avec, ou bien on ne faisait pas le séquençage, on s'en tenait à ce qu'on savait faire. Alors il y a eu tout un débat là-dessus. Donc dans les grands articles, dans des grands journaux scientifiques, il y a eu du débat avec en particulier un article qui rappelait le consentement éclairé à la colonne vertébrale du soin aux patients. Les tests génétiques ont depuis longtemps requis le consentement des patients qui ont le droit de ne pas connaître leurs résultats. Toutefois, à cause de ces recommandations, la médecine du XXIe siècle commence à utiliser des outils du séquençage et un énorme débat surgit sur la question du maintien de ces droits des patients dans une ère de la médecine génomique. Alors, j'ai mis là les références de deux de ces articles. L'un, c'est ce qui est écrit en bleu, en gros, qui argumente sur le fait de dire révéler des découvertes incidentes sans le consentement du patient, c'est une méconduite, c'est pas éthique, si vous voulez. Et dans le même numéro, un autre article qui dit mais les laboratoires ont une obligation de révéler les découvertes incidentes qui apportent, pas n'importe quoi bien sûr, celles qui apportent un bénéfice clinique. Et ce débat continue, et il a duré toute l'année. Vous se demandez dans les questions ce que vous en pensez, mais pendant ce temps, c'est la couverture d'un rapport. Évidemment, le débat a continué aussi aux États-Unis. Donc il y a aux États-Unis, non pas un comité consultatif national d'éthique, mais une commission placée auprès du président qui le conseille pour tout ce qui concerne les études, les enjeux de bioéthique. Alors ils se sont mis au travail et ils ont fait un rapport qui est paru en décembre 2013 qui s'appelle « Anticiper et communiquer » et qui traite exclusivement des découvertes incidentes ou des découvertes secondaires, non pas spécifiquement dans le génome, mais dans tous les domaines de la médecine et de la biologie et de la recherche, et également dans le cadre commercial. Alors, je n'ai pas du tout l'intention de vous parler de l'ensemble de ce rapport. C'est un rapport très large sur ces découvertes incidentes et secondaires dans tous leurs aspects, mais j'ai retenu une recommandation, qui est celle-ci, que j'ai traduite. Les cliniciens devraient mettre les patients au courant du fait que les découvertes incidentes et secondaires sont possibles ou probables au regard des tests ou des procédures employées. J'ai presque fini. Les cliniciens devraient entreprendre une démarche de décision partagée avec les patients au sujet du périmètre des découvertes qui seront communiquées et des étapes qui auront lieu en cas de découverte incidente. Et ils devraient respecter la préférence d'un patient de ne pas connaître ces découvertes incidentes ou secondaires, tout en restant cohérents avec leur devoir professionnel d'assistance. Donc là, il y a une petite ambiguïté sur qu'est-ce que ça veut dire pour le parapluie. Et 1er avril, c'est dommage que ça tombe le 1er avril, mais ce n'est pas une blague, le 1er avril 2014, donc un an après ces recommandations, le Collège américain de médecine génétique a changé cette recommandation. Sur la base, ils ont fait une enquête interne, ils ont pris en compte tous ces débats, certainement aussi le rapport présidentiel, de la commission présidentielle. Ils disent qu'il semble y avoir un consensus parmi les membres de ce collège sur le fait que les patients devraient avoir la possibilité de refuser l'analyse des gènes, même si de telles analyses pouvaient déboucher sur des actions médicales, quand on propose un test sur le génome entier. Et leur mise à jour des recommandations fait remonter la discussion sur cette possibilité de refus, de opt-out, au moment où l'échantillon est envoyé au laboratoire, plutôt qu'au moment où les résultats sont reçus. Et ce qui veut dire, in fine, que le conseil de ce collège considère toujours que ces découvertes incidentes sont des informations médicales importantes, mais il recommande qu'une possibilité de refus soit offerte aux patients avant le test. Donc j'ai pris cet exemple parce que finalement c'est sur un an que ça s'est passé. C'est quelque chose qui est un peu futuriste, mais qui se discute aujourd'hui, parce qu'il commence à y avoir le passage en clinique
de ces séquences, et parce qu'on voit là cette réflexion versus l'action, qui était le propos que je tenais aujourd'hui. Finalement, il y a eu la réflexion, il y avait un cadre classique, des comités divers et variés, donc là même pas dans le giron d'une région, hein, au niveau européen et international, se penchent sur des questions, font des recommandations, ça entraîne du débat chez les professionnels, dans le public, et des trucs dans la grande presse en fait, hein, là-dessus, enfin une presse un peu spécialisée. Et puis finalement, c'est assez courageux pour une société médicale, en moins d'1 an, de revenir sur quelque chose, donc de réfléchir et de proposer en fait une autre recommandation. Alors j'en viens à ma conclusion, qui est que finalement l'éthique biomédicale, elle lie profondément la réflexion et l'action, que la mise en œuvre et ses modalités ne devraient pas prendre le pas sur le sens, et que le temps est à prendre en compte, parce que finalement on est tous contraints par le temps, que l'aide aux procédures doit se faire pour encourager le temps de la réflexion et pas pour l'éviter, et que dans ce cadre-là, les actions de formation sont primordiales. J'ai rajouté que la voix des patients ou des participants dans le cadre de la recherche est un élément indispensable à intégrer dans cette réflexion, et qu'à chaque instant, chacun garde sa responsabilité. Je vous remercie beaucoup.